donc la table ronde numéro 4, au-delà des dualismes. Autrement dit, comment déconstruire les dualismes. Déconstruire, c'est-à-dire comme ça, je meuble un peu comme ça, voilà. C'est-à-dire opérer quelques déplacements transformateurs, pour le dire comme ça. Si on parle de déconstruction, on parle toujours beaucoup de déconstruction, sans faire une allocution sur les façons dont Derrida a mis en perspective cette affaire. Non, attendez, oh là là, certainement pas. Simplement, comment on peut réinventer des corps, des espaces, ouvrir des matrices de possibilités, comme dirait Eve Kosowski-Sedgwick, notre icône queer. Autrement dit, des espaces corporels pour lutter, pour résister, etc. C'est au-delà des dualismes. Et donc, je suis particulièrement heureuse de présenter ce soir, cet après-midi, nos 3 invités. Cécile Chartrain, qui est présidente et cofondatrice de l'association Les Dégommeuses. Les Dégommeuses qui agit donc depuis le début 2012 dans le champ du sport et de la lutte contre les discriminations. Les Dégommeuses, c'est une équipe de football, c'est ça ? Et un peu plus que ça. Je vais essayer oui, tu vas le dire tout à l'heure. Tu vas dire. Alors, je suis personnellement très heureuse d'inviter une cofondatrice dans le champ du sport. Et donc, Cécile est docteure en sciences politiques de l'université de Rennes 1, anciennement investie dans le comité de rédaction de la revue Genre, Sexualité et Société. Elle travaille actuellement comme responsable du programme Minorités sexuelles et genre au sein de l'ONG SIDAction et occasionnellement comme consultante sur les questions genre et sport. Elle est également cofondatrice du nouveau fonds de dotation, la Ligue, lesbienne d'intérêt général, et vous avez un document qui peut peut-être circuler sur le fonds de dotation féministe et lesbien. Donc je te laisserai en parler peut-être. En plus de tout cela, Cécile milite dans des associations féministes et LGBT depuis une quinzaine d'années. Et je vous présente Valérie Miteau, qui est journaliste, documentariste. Valérie concentre depuis près de 15 ans ses recherches sur le thème de la lutte contre les préjugés et la discrimination, de l'intégration des Roms en France avec un film Caravane 55, qui est terminé. C'est le précédent. C'est le précédent. Ouais. Ah oui, bon, ça s'appelle 8 avenue Lénine. Donc celui-ci, et le Caravane 55, il est visible. Oui, il est visible. Il est en ligne, il est accessible en ligne, ouais, Caravane 55. Donc, sur l'intégration des Roms en France, aux affres des gens du voyage, avec un autre film qui s'appelle Des poules et des grosses voitures, en passant par l'illusion de l'American Dream, Kings of the World, un autre film qui s'appelle Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre. C'est de ce film-là essentiellement dont on va voir la bande-annonce dans quelques secondes. Un film aussi sur les ravages de la manif pour tous, qui s'appelle Le baiser de Marseille. C'est très beau, très intéressant, très beau. Et voilà. Son travail est axé sur la volonté de créer des objets de pensée qui provoquent des déclics et deviennent des outils anti-discrimination. Valérie évolue désormais vers une poésie politique. Ouais. C'est ce que tu m'as dit. Soit une approche de la complexité humaine qui valide toujours le fait que, je te cite, de très près, personne n'est normal. De près, personne n'est normal, c'est une phrase d'une chanson de Caetano Veloz. Donc ce film déplie l'histoire de 4 parcours singuliers, F2M, Female to Male. Donc en quoi un film basé sur le parcours de 4 personnes trans dites F2M contribue-t-il, selon toi, la façon dont tu as pu le faire, à dépasser donc le dualisme ? Bon après-midi à toutes. C'est un film que j'ai fait que le travail s'est étalé en fait entre 2004 et 2010. Donc l'histoire des films souvent c'est tumultueux et personnellement je ne sais pas très bien travailler rapidement. J'ai besoin de temps et de lenteur.
Donc je suis passée par différents stades. Au tout début, il s'agissait de faire un film sur le personnage qui, quand même, au final, est assez central, Lenny, ce grand Américain blond, qui est un personnage, au-delà des questions de genre, extrêmement charismatique, anarchiste. Enfin bon, il y avait vraiment un portrait fabuleux à réaliser. Après, j'avais très envie d'explorer la question du reparamétrage après dans les relations amoureuses, c'est-à-dire comment ça se passe précisément, parce que pour ne pas reproduire des schémas hétéropatriarcaux. Donc comment ça se passe ça. Il y avait toute une question aussi, les femmes lesbiennes que j'ai rencontrées qui vivaient avec des garçons trans avaient des gros problèmes identitaires, parce qu'elles disaient finalement, une fois qu'on vit avec un garçon trans, on disparaît. On n'a plus d'identité, parce qu'on devient la copine du garçon trans, mais quand même garçon. Donc au début, aux États-Unis, il y avait énormément de jeunes femmes lesbiennes qui vraiment se prenaient la tête avec ça, parce qu'elles avaient l'impression de ne plus avoir d'identité. Et au fil du temps, ça m'a paru quand même intéressant de ne pas rester que... J'étais donc aux États-Unis, et finalement je me suis dit non, il faut... c'est bien d'avoir aussi quelques personnes européennes. De toute façon, le mouvement est évidemment à l'œuvre partout. Si en restant aux États-Unis, ça donnait un côté un peu... oui, c'est les États-Unis et San Francisco, la Mecque du genre, donc de toute façon tout est possible, et pas forcément reproductible ou comparable. Donc on est arrivé à ce système de film avec un peu choral, avec 4 personnes comme ça. Et la question du dépassement du dualisme, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette bande-annonce, mais par exemple, quand Rocco, qui est le garçon barbu, dit « j'ai l'impression d'être un espion, j'ai l'impression d'être une personne clandestine », c'est ça en fait, c'est ça qui est extrêmement puissant, c'est que du coup on se retrouve à avoir l'expérience des deux genres, c'est-à-dire qu'on a été à une période du côté du genre opprimé, hein, clairement. On change d'aspect et tout d'un coup tout change. En fait, tout change. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait cette expérience ont été totalement hallucinées avec ça. Mais dès que le passing, ce que les Américains appellent le passing, donc le fait d'être vraiment perçu d'un autre genre opère, voilà, c'est tapis rouge tous les jours, quoi. Donc, et c'est pas parce qu'on change. Alors, les 4 personnes qui sont là changent de genre plus ou moins, et chacune à leur façon. Lini n'a jamais fait aucune intervention sur son corps, a pris un peu de testostérone, mais très peu. En fait, Lini est exactement la même personne qu'avant qu'il décide qu'il voulait qu'on s'adresse à lui au masculin. Donc c'est très variable. Mais la question, c'est que tout d'un coup, on est vraiment de l'autre côté, quoi. Ça veut dire qu'on est obligé on se retrouve dans des situations de complicité, de sexisme vis-à-vis de femmes, et que tout d'un coup, voilà, alors comment on se positionne avec ça. Rocco, par exemple, me disait, lui, il est rappeur, enfin à l'époque, il était rappeur. Il me disait que systématiquement, quand il faisait le soundcheck avant les concerts, évidemment, il y avait toujours les grosses blagues des techniciens. Enfin, ça fait un peu archétypal, mais c'est quand même souvent comme ça. Et donc, il se retrouvait dans ces situations-là. Il a considéré, en fait, au final, que c'était plus efficace de ne pas dire qu'il était trans. Parce que, donc, il disait aux garçons sexistes auxquels il était confronté, mais en fait, tu parlerais comme ça de ta mère, de ta sœur, comment tu te comportes avec les femmes autour de toi en général. Quand au départ, il disait je suis trans, il y a toujours ce préjugé où les gens vous renvoient ah bah oui, alors oui, bien sûr, tu es encore un peu une femme, donc finalement, c'est pour ça que tu... Enfin bon, ça donne des choses très marécageuses comme ça et compliquées. Mais la question, c'est vraiment de faire l'expérience des deux genres et en tout cas, les 4 personnes qui sont dans mon film se mettent en position de travailler après au quotidien à répartir le pouvoir, très clairement. Miguel, le garçon espagnol, le dit dans le film. Caleb, le garçon français, me l'a raconté 1000 fois.
il était très très présent dans des milieux militants à Paris et aux UEH, les universités d'été homosexuels à Marseille, etc. Et il me disait, c'est incroyable, je fréquente exactement les mêmes personnes que quand j'avais mes cheveux longs, mes grandes jupes et mes piercings partout. C'est les mêmes groupes de personnes et pour autant, on est dans des réunions et j'ai 2 fois plus la parole. C'est-à-dire, je dois, moi, faire en sorte, dire, bon, allez-y, donc rééquilibrer ces rapports avec des personnes de genre féminin, parce que le simple fait d'avoir une grosse voix et d'être un peu plus lent et d'être perçu comme masculin fait qu'il avait plus d'espace. Donc, bon, alors voilà, bon... évidemment, on peut se dire, oui, sûrement certaines personnes profitent de ça. Bon, évidemment, je n'ai pas eu envie de choisir des personnes qui étaient à cet endroit. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Je voulais que le film aussi il ait une portée féministe un peu puissante. Mais de toute évidence, il y a tous ces reparamétrages qu'on est obligé de faire et qui, j'ai pensé, contribuent aussi à faire avancer la pensée sur de la nécessité... De trouver un jour une égalité véritable entre hommes et femmes. Merci Valérie. Alors, Cécile, les dégommeuses. Quelles sont les situations sportives qui ont suscité tes engagements ? Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire des dégommeuses ? Alors, donc notre engagement, je vais parler pour moi d'abord, mais aussi pour la plupart de mes camarades, c'est un engagement qui repose avant tout sur l'expérience, plus que sur l'observation. Et donc, je vais vous raconter un petit peu de mon expérience. Donc, moi, j'ai grandi dans les années 80. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 7 ans en club, à une époque où il était encore plus mal vu qu'aujourd'hui de jouer au foot quand on était une fille. À une époque aussi où il n'existait pas ou très peu de clubs féminins. Et donc, la solution que j'ai eue a été de rejoindre un club où jouaient des petits garçons. J'étais la seule petite fille de tout le district. Donc, je peux dire que petit à petit, il y a eu une forme d'accoutumance de mes petits collègues à ma présence sur le terrain de foot dans mon club. Accoutumance des dirigeants aussi, même si la question a vraiment jamais été discutée, partagée avec moi ou mes parents, ou fait l'objet de débats en interne dans le club. Par contre, les difficultés grandissaient lorsque nous nous déplacions en match pour aller jouer donc, dans d'autres petites communes. Je ne sais pas si j'ai dit que je venais de Bretagne, donc un coin assez paumé de la Bretagne. Mais je pense que dans d'autres endroits de France, d'autres petites filles ont dû vivre un peu la même chose que moi. Et donc, concrètement, à chaque fois qu'on sortait de la voiture, même, avec les autres petits, j'allais dire les autres petits garçons, mais non, j'étais pas un petit garçon. Avec mes camarades, mais en fait, je voyais les gamins changer de couleur et d'attitude. Et voilà, il y avait tout de suite un rictus qui émergeait. Et ça commençait à rigoler, à pointer du doigt et à balancer des petites piques du style oh, les nuls, ils ont été avec eux, on va les rétamer. Voilà, donc j'ai vécu ça et malheureusement, les adultes n'étaient pas forcément plus intelligents et ne montraient pas forcément l'exemple aux enfants qu'ils encadraient. J'ai le souvenir notamment d'un vieux monsieur qui entraînait un petit club. Et j'avais pourtant fait un bon match ce jour-là, j'avais dû marquer 2 ou 3 buts. Et ce vieux monsieur, il vient me voir à la fin du match et il me demande « Comment tu t'appelles ?» Donc je réponds « Cécile ». Et il me fait « Ah, c'est le prénom de ma femme, c'est joli. Mais Cécile, c'est pas un prénom pour jouer au foot. C'est un prénom pour faire de la danse ou un sport gracieux. » Voilà, donc c'est un petit épisode parmi d'autres.
voilà, que j'ai encaissé sans forcément savoir très bien quel mot mettre dessus sur le coup. Ensuite, je vais quand même raconter un autre épisode qui est le fait qu'à l'âge de 13 ans, donc l'adolescence, le corps change, les règles changent aussi, et donc je n'ai plus eu le droit de pratiquer le foot avec les petits garçons, avec les jeunes garçons. Donc c'était pas juste pour moi, mais c'était vraiment une règle qui est que la mixité n'est plus possible normalement en club. Sauf s'il y a des dirigeants bienveillants qui s'accoutument, qui s'accommodent de la règle. Voilà, on peut plus jouer ensemble. Voilà. Et donc en fait, à ce moment-là, j'avais une possibilité qui aurait été de rejoindre un club féminin vers Lorient ou Quimper, qui était déjà assez loin de chez mes parents. Mais je dois dire que moi-même, j'avais tellement intériorisé ces normes de genre et cette idée qu'une fille qui joue au foot, c'est nul, que je me disais moi-même qu'en allant jouer avec des filles, j'allais forcément régresser et que c'était dévalorisant. Et par ailleurs, on avait dit à mes parents qu'il valait mieux pas que j'y aille parce que dans le milieu du football, ces clubs féminins étaient réputés pour être des nids à lesbiennes, on peut dire. Voilà, donc j'y suis pas allée. Je me suis privée de cette passion du foot pendant de nombreuses années. Et puis un jour, ça m'a questionnée. Le temps a passé. Je crois qu'avec la découverte de mon homosexualité et surtout avec mes lectures féministes, en fait, j'ai réussi à déconstruire un peu de cette histoire. Et à analyser, à prendre conscience que ce que j'avais vécu en tant que petite fille, c'était déjà une forme de violence, de sexisme et de discrimination. Et donc, avec d'autres copines qui avaient été plus ou moins empêchées aussi de pratiquer des sports dits masculins durant leur enfance, nous, on a eu envie de monter notre propre équipe, de s'accaparer les espaces qui restent encore largement réservés aux garçons. Hein. Si vous allez dans les jardins publics, vous verrez qu'il y a très peu de filles qui jouent au ballon. Enfin, ça commence à changer, mais il y a encore pas mal de difficultés. Et du coup, voilà, cette idée de s'accaparer cet espace me rapproche un peu de cette notion de djihadisme dont on parlait tout à l'heure. Les dégommeuses, voilà, il y a vraiment cette idée d'enfoncer les portes et de s'approprier ce qui, quelque part, nous est dû. Voilà, donc on a eu envie de s'accaparer l'espace, je le disais, mais aussi de montrer qu'un autre foot était possible, de donner modestement l'exemple à travers notre propre club sur ce que pouvait être une équipe de foot inclusive. Et puis d'utiliser cet outil, parce qu'on restait malgré tout, en tout cas moi personnellement, je reste passionnée de football, montrer qu'on pouvait se servir du foot, sport universel, pour questionner les stéréotypes et les normes de genre, et pour lutter contre le sexisme, la lesbophobie et toutes les discriminations, puisque nous on a une vocation quand même qui se veut assez intersectionnelle. Merci Cécile. Alors, vous avez évoqué là des nouvelles modalités d'appropriation d'autres espaces, la déconstruction de certaines représentations des privilèges. Du coup, la seconde question qu'on j'ai envie de mettre en perspective avec toi, Valérie, c'est effectivement quels seraient aujourd'hui les freins à un certain dépassement de ces représentations, ou en tout cas de ce dualisme. Et là, l'expérience que tu as eue avec le film. Alors les freins au dualisme. Au dépassement. Au dépassement, pardon. Des freins au dépassement. En fait, au départ, j'ai fait ce film parce que la rencontre avec Lini, ça a réveillé en moi le fait que j'étais très
du coup, je me suis qualifiée de transgenre parce que depuis toujours, je me sens ni fille ni garçon. J'ai jamais très bien compris ce que ça supposait. Voilà, donc j'ai moi pas eu d'envie de changer mon apparence, mais vraiment, je comprends pas trop. Donc, et ça, je dis ça parce que à partir de la manif pour tous, etc. Donc je considère que j'ai eu jusque là la chance de vivre mon homosexualité, transgenderisme assez tranquillement, voilà, en étant assez fier de vivre dans des pays où c'était possible. Et à partir de la manif pour tous, donc je dis ça parce que un des freins pour moi c'est vraiment contextuel, c'est cette violence-là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir ça. Les loups ont été relâchés, quoi. C'est-à-dire, on pouvait jusqu'alors être phobe, homophobe, transphobe, tout ce qu'on veut, phobe chez soi, entre amis, ha ha ha. Et tout d'un coup, la parole a été à nouveau libérée avec des gens qui ont quand même défilé dans les rues avec des banderoles qui disaient la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels. Donc là, voilà, on est quand même face à des messages d'homophobie directs. Et ça a créé un backlash très très violent pour moi. Je pense que là, on va perdre. On veut pas trop. En fait, c'est bizarre. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Le baiser de Marseille. Que si je fais mon autocritique, je trouve qu'il n'est pas assez violent. Et après, il y a plein de personnes qui me disent mais enfin, pourquoi tu t'as pas mis Alain et tous ces politiques du Front National qui disaient ça. Bon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un film que j'ai fait trop vite aussi, donc il a des qualités évidemment, mais j'aurais aimé qu'il soit différent. Et en fait, on n'a pas vu, oui, on n'a pas vu ça. Non, moi, je pense que il n'est pas assez violent parce que étant à la place où je suis, j'arrivais pas à accepter que ça allait être aussi violent. Or, c'est encore pire que ce dont je fais état dans le film, en vérité, parce que là, on a pris, j'ose même pas quantifier le nombre d'années qu'on est en train de perdre. Avec ce regain de violence, avec tous ces enfants qui ont appris à être homophobes, quand même, c'est intéressant. Ça va faire tout un travail après de remise à plat, eux-mêmes qui peut-être vont s'avérer homosexuels, trans, etc. plus tard, et donc ils vont être dans des affres encore plus affreux que ceux qu'on arrivait à peu près à canaliser avec des personnes qui aidaient des ados à moins souffrir avec ça. Donc ça, je trouve que c'est... voilà, je disais tout à l'heure, c'est bizarre comme on est... je me mets dans l'eau, hein, des fois on est un peu paresseux intellectuellement, c'est-à-dire dès qu'il se passe un truc positif, un Obama, formidable, Obama, le premier... président américain noir, oui, bien sûr, génial, mais il y a tout de suite une espèce de truc qui s'amortit comme ça, et pendant tout le début d'Obama, on regarde les Tea Party et on lit tous les détails sur les histoires des Tea Party qui prennent, qui s'organisent et qu'on offre des armes aux enfants et qu'on recommence à courir après des Noirs. Voilà, et tout ça se réinstalle, donc je sais pas, il y a des moments, je trouve qu'on manque vraiment de vigilance et de sens de la lutte au sens où il faut jamais baisser la garde, quoi. La deuxième chose qui me fait peur, je vais plus vite parce que j'étais trop longue, non ? Vas-y, dis. J'ai pas compté. Oui, La deuxième chose qui me fait un peu peur, moi, maintenant j'habite au Portugal, donc je connais mieux l'univers militant LGBTI là-bas, et je suis un peu angoissée par les excès de segmentation, quoi. Alors bon. La segmentation, les yaourts au citron de Sicile ramassés par madame je ne sais quoi, les ramifications de la segmentation qui s'appliquent maintenant au mouvement, etc. Et j'ai un peu l'impression que plus ça va et plus... Alors c'est évidemment formidable qu'il y ait des choses spécifiques, et évidemment il y a des tas de luttes qui ne sont pas exactement les mêmes en fonction d'où on vient, qu'on soit racisé ou pas, etc. Mais j'ai l'impression que tout ça, au final, finit toujours par aller
tout le monde est contre tout le monde. Ça me donne un peu le même sentiment que cette incapacité qu'on a eue là à gauche en France à se rassembler, quoi. C'est-à-dire, je trouve qu'il faudrait toujours que tout ça reste fédéré dans un esprit. Globalement, il y a des spécificités, mais il y a des choses communes, la discrimination, la violence, etc. Et j'ai un peu l'impression, j'entends beaucoup de commentaires aux États-Unis, en Espagne, au Portugal et un peu de France. J'ai l'impression que cette espèce de super segmentation, elle divise. Et voilà, je ne veux pas faire des grandes logiques paranoïaques, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps ça que le pouvoir veut qu'on fasse. C'est-à-dire, oui, organisez-vous, c'est bien, mais si vous pouviez aussi en même temps vous taper un peu sur la gueule, ça ne serait pas plus mal. Donc ça me stresse un peu et je pense que ça complique. Donc, un des freins que tu circonscris là, c'est cette violence, notamment par la manif pour tous. Mais alors, un élément intéressant, c'est que c'est pas simplement des gens qui sont sortis dans la rue, c'est que ça a été relayé aussi par une violence institutionnelle et politique, par la voie gouvernementale, puisque le retrait du terme de genre, le retrait des ABCD, etc. Ce qui est une spécificité aussi en France, puisqu'il y a eu probablement plein de manifs dans tous les pays, contre le mariage gay, comme on a dit, mais il y a eu aussi ici un relais qui n'est pas inintéressant à revoir, à retravailler. Alors, Cécile, tes réponses à la question que tu as envie de te poser. Non, les réponses que tu as choisies pour déconstruire le dualisme de genre. C'est pas mes réponses individuelles, ce sont des réponses collectives. Non, mais bien sûr, vos réponses, D'accord. Ok. Donc les réponses qu'on a choisies pour essayer d'aller à l'encontre de ce dualisme ou de ce binarisme, elles sont de deux ordres. Il y a d'abord une dimension interne qui vise à proposer la construction d'un espace de pratique sportive, je dirais ouvert, safe et inclusif. Donc on accueille des personnes cis ou trans de tous âges, de tout niveau sportif, y compris des débutantes qui arrivent à l'âge de 40 ans. On peut arriver n'importe quand dans l'année, c'est très flexible, il n'y a pas d'obligation d'assiduité. Quand on s'inscrit en compétition, on essaie de faire en sorte qu'il y ait deux équipes de même niveau, pour que personne ne se sente lésé ou le maillon faible de l'équipe. Ce qui me fait quand même discourir rapidement sur cette question de la compétition. Il y a cette représentation souvent que les filles, elles rechercheraient moins la compétition. Nous, on n'est pas non plus dans cette logique-là. Il y a des filles qui ont envie de faire de la compétition, il y a des filles à qui ça fait du bien de faire de la compétition, et pour qui la compétition va permettre de s'émanciper aussi pour s'affirmer dans d'autres espaces. Donc il faut qu'elles puissent aussi faire de la compétition si elles en ont envie chez les dégommeuses. Et donc c'est possible puisqu'on a une équipe qui est inscrite en critérium de la Fédération française du sport d'entreprise, puisque la Fédération française de foot, c'est quand même très très engageant, c'est des compétitions tous les week-ends, ça coûte très cher. Voilà, donc c'est la solution par défaut qu'on a trouvée pour celles qui voulaient faire de la compétition. Donc je le disais, on essaie en fait de lever un maximum de barrières à la pratique sportive. Il y a la barrière financière aussi qui est importante. Donc chez nous, la cotisation, elle est à 20 € l'année. Elle a augmenté récemment. Mais je pense qu'on est un des clubs les moins chers de Paris. Et par ailleurs, on pratique des exonérations et on achète des équipements et des passes Navigo qu'on donne gratuitement, entre guillemets, pour les personnes sans ressources et notamment des personnes réfugiées, puisqu'on a un programme dédié à l'accueil et à la favorisation de la pratique sportive chez des lesbiennes et des trans réfugiés en France en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Bon, sinon, donc la construction d'un espace safe, ça veut dire déjà quoi? Ça veut dire l'assurance d'évoluer dans une équipe où il n'y aura pas de remarques sexistes, en tout cas pas en interne. Le sexisme, on y reste exposé à travers notre pratique parce que, voilà, autour de nous, quand on s'entraîne, il y a toujours des mecs avec qui il faut négocier au début de l'entraînement pour leur expliquer que, en fait, on a un créneau qui nous est attribué par la mairie de Paris. Mais quand même, ça prend à chaque fois un quart d'heure pour qu'ils s'en aillent et qu'on puisse occuper tranquillement l'espace. Et quand je dis tranquillement, après, voilà, ils continuent à s'entraîner à l'intérieur des limites du terrain, même quand on joue en plein match, comme si on était un peu invisible. De fois, c'est des remarques au bord du terrain. Je vais passer assez rapidement là-dessus. J'ai envie de parler aussi de choses positives. Mais je disais quand même, à travers une participation des gommeuses, voilà, on sait qu'on arrive dans un cadre où, a priori, on est quand même plutôt protégé par rapport à ça. On est protégé de la présomption d'hétérosexualité qui existe dans les autres clubs, où on va organiser des fêtes à la fin de l'année, on va vous demander ou vous dire « Tiens, tu peux venir avec ton copain ». Bon, là, on n'a pas à se justifier. On sait que vient qui veut et avec qui elle ou il veut. Et c'est quand même hyper soulageant, je pense. Peut-être je vais préciser aussi le fait que nous, on a choisi d'avoir des entraîneurs, donc des filles. Que donc vous n'appelez pas des entraîneuses. Sincèrement, moi ça me dérange pas de les appeler entraîneuses non plus. J'ai aucun problème avec les travailleuses du sexe. Et donc voilà, entraîneur ou entraîneuse. Du moment qu'on féminise, moi ça me va. Et donc l'idée, c'est à la fois bien sûr de valoriser les compétences, parce qu'il y a des filles qui sont capables d'entraîner des filles et des garçons d'ailleurs. Et puis bon, ça nous posait un problème quand même en tant qu'équipe et association féministe de nous dire que voilà, on promeut l'émancipation, l'empowerment, et qu'on va se retrouver avec un homme qui va encore nous dire comment faire. Donc voilà, on va prendre le temps, on va le faire avec nos moyens et nos ressources, mais on va le faire par nous-mêmes. Et c'est important. Voilà, donc ça c'est une partie de la réponse qu'on propose avec les dégommeuses. Je vais peut-être m'attarder 2 minutes aussi sur une dimension un peu plus externe, plus donc la dimension militante des dégommeuses, militante à travers des actions concrètes. Bon, je vais m'expliquer. Donc en fait, on travaille aussi sur les normes de genre à partir de tout simplement du lobbying. On fait de la veille sur de la veille médiatique sur voilà, chaque fois qu'il y a un truc sexiste ou homophobe qui se produit dans le milieu du sport, on est très vigilante, on en parle sur les réseaux sociaux. On rédige des tribunes dans l'équipe ou le Nouvel Up, ça nous est déjà arrivé, pour expliquer en quoi, par exemple, l'affaire Serge Aurier était un révélateur de l'homophobie, mais aussi du racisme existant dans la société française. Est-ce qu'il faut que je précise peut-être au passage Donc Serge Aurier, c'est ce footballeur qui joue au Paris Saint-Germain. Et il y a 1 an à peu près, il a fait une communication sur les réseaux sociaux. Je me rappelle plus. C'était pas Facebook, c'était une vidéo en fait qui a été enregistrée et où il y avait quelqu'un qui lui posait une question sur mais ton entraîneur Laurent Blanc, il fait souvent la fiotte. Et donc il répondait. Tiens, je l'ai noté quelque part. J'ai un trou. Il répondait. Il répondait que oui, il suce la tanne. C'était vraiment une réponse sur le mode homophobe caractérisé. Et en fait, ça n'avait pas été interprété comme tel du tout par les médias. Qui s'était contenté de dire oui, c'est pas très grave. Et en fait, c'est la manière dont on parle dans les banlieues. Voilà. Donc on a publié une tribune dans Libération
pour expliquer que voilà, traiter quelqu'un de fiotte, mais il y avait un autre terme, je vais le retrouver, qui était encore plus flagrant. C'était quand même une insulte homophobe. Il y avait un caractère homophobe qui était manifeste, mais qu'en plus, donc, il y avait du racisme dans cette manière de résumer les choses à des pratiques qu'on trouverait seulement, ou des discours qu'on trouvait seulement dans les banlieues. Voilà, donc il y a cette vigilance, cet intérêt autour des médias. On mène aussi des actions événementielles ou de proximité pour sensibiliser sur le genre. Ça peut être des rencontres avec des jeunes, on va parler de notre expérience, et puis en général, on essaie de combiner un moment d'échange avec un petit match de foot. Pourquoi pas en mixité. Et puis on va créer aussi des outils pédagogiques. Là, j'ai ramené quelques brochures sur lesquelles on a travaillé récemment. Voilà, ça c'est un outil qu'on a conçu pour les jeunes, pour conforter les filles dans leur sentiment de légitimité à faire du foot, leur donner des arguments aussi dans les échanges avec les parents, etc., etc. Donc c'est un outil ludique, il y a des jeux, il y a une petite BD, il y a un historique du foot féminin, voilà. Et en même temps, ça s'adresse aussi aux garçons pour qu'ils comprennent aussi l'intérêt d'être plus inclusifs et les enjeux qui sont à l'œuvre derrière certaines pratiques ou discours. Et puis enfin, il y a quand même une autre chose qui est très importante pour nous, c'est la notion de visibilité. Et donc on se présente publiquement en tant qu'équipe majoritairement composée de lesbiennes et de personnes trans. Alors, parce qu'on considère que c'est un mode d'empowerment et une manière de faire de la pédagogie en soi. Pardon. Voilà. Oui. Et donc ça ne veut pas dire qu'on n'accueille pas de personnes hétérosexuelles dans l'équipe. C'est un peu dommage que j'aime justifier ça, mais je prévois un peu la chose à l'avance. Mais bon, c'est un compromis politique que doivent faire les personnes hétérosexuelles qui ont envie de rejoindre notre équipe parce qu'elles ne se reconnaissent pas forcément non plus dans ce binarisme de genre et ça les ennuie aussi d'avoir affaire au sexisme quand elles vont dans les salles de sport ou sur les terrains de foot. Mais donc voilà, c'est ce compromis qu'on peut trouver d'ailleurs dans d'autres collectifs militants comme ACT UP. ACT UP s'est toujours présenté comme une association de personnes séropositives. Voilà, il n'y a pas que des séropositifs à ACT UP, mais c'est important d'être visible sur ces terrains-là. Et donc nous, on est très consciente aussi de ces enjeux liés à l'image, aux représentations. Donc on travaille pas mal là-dessus aussi. On travaille sur les représentations de la féminité et de la masculinité. Récemment, par exemple, j'ai refusé la publication d'une photo qui avait été faite pour une fondation féministe. Voilà, j'ai eu affaire à un photographe qui m'a demandé de poser en regardant au loin et de mettre en avant ma poitrine, et parce qu'on était quand même là pour valoriser la féminité. Voilà. Mais c'est pas ça les dégommeuses. Les dégommeuses, c'est déjà je me tiens comme je veux, et si je dérange, tant mieux, et j'ai pas à m'en excuser. Donc voilà, on est très attentifs à ces questions de représentation de la féminité, de la masculinité, de la diversité aussi. Quand on fait des photos, voilà, on est très vigilante à ce qu'il n'y ait pas seulement les dégommeuses blanches qui soient sur la photo, déjà parce qu'on est un collectif assez mixte, donc il y a des femmes ou des trans noires, arabes dans l'association, et donc c'est important qu'elles soient représentées aussi, et c'est un enjeu pour exister. Et on recourt volontiers aussi parfois à des formes de performance. Alors quand je dis performance, je me souviens d'un super moment qu'on avait passé il y a quelques années. C'était avec l'équipe de l'association Accept-ST. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association de personnes trans. Voilà, donc plutôt des trans M2F, mais pas que. Donc male to female, pas mal de travailleuses du sexe, latino, bon. Et voilà. Et notre idée, ça avait été de se dire, on va aller jouer au parc à Château de Vincennes,
Et on va surjouer la féminité et la masculinité dans cet espace public. Donc on est arrivé en tenue de foot. Et donc les dégommeuses ont surjoué un peu la masculinité. Les filles s'étaient un peu grimées ou avaient mis des accessoires qui leur plaisaient. Et puis de l'autre côté, voilà, il y avait des nanas qui jouaient avec des talons. À la fin, on s'est offert 2 trophées. Donc nous, on a eu droit à une paire de chaussures dignes de Cendrillon. Et on leur a offert un camion de pompiers. Très bien. Merci. Alors en fait, en guise de dernière question, qui va être un petit peu vos réponses conclusives à vous 3, je le formulerai comme ça. En fait, quels sont les nouveaux champs d'action, les nouveaux champs de travail? Quelques mots. Oui, voilà. Oui. Oui. C'est ça là. Alors je trouvais quand même, c'est un geste assez technique là. Il y a un vent là, comme ça. Par contre, le sexisme ne s'écrase pas énormément, comme vous pouvez le remarquer sous le coude. Ce qui veut dire qu'il reste encore un peu de travail d'organisation. Non, ben moi, à la suite de ce travail-là et d'autres, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de trouver comment je suis assez contente du film dont vous avez vu un extrait, parce que vraiment, il crée des déclics. Il crée des déclics d'où qu'on soit... d'où qu'on parte, en fait, en termes de genre, d'orientation sexuelle, etc. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens que ça fait réfléchir, qui se mettent du coup à réfléchir sur leur propre genre, d'où qu'ils parlent. Donc ça, c'est très intéressant. Donc j'aimerais bien faire une chose équivalente. Ça fait longtemps que je voudrais travailler sur la soumission féminine, parce qu'on a quand même... je veux dire, la domination des hommes sur les femmes remonte dans l'histoire du féminisme au néolithique moyen. Donc, évidemment qu'il y a des choses qui sont des rapports de domination-soumission qui sont complètement ancrés et qui sont très, très, très difficiles à déverrouiller. Et en même temps, je me dis toujours... que quand on met les lunettes du sexisme au quotidien, c'est tellement énorme et c'est tellement systématique, c'est tous les jours. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, les hommes ne font pas l'expérience de ça... il faudrait que tous les hommes se griment en femmes dans la rue pour voir ce que c'est que d'être, même sur des petites choses minuscules, mais où tout le temps vous êtes un peu rabaissé, c'est quand même très très quotidien. Donc là, il y a vraiment un travail énorme à faire pour qu'on bouge là-dessus. J'ai inventé un slogan récemment, c'est « Feminist, what else ?» J'aime bien parce qu'il est un peu aussi anticapitaliste. Mais franchement, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui que... d'être féministe au quotidien, de bien sur ses 2 jambes pour réagir tous les jours, même des petites choses. Alors c'est très fatigant, et voilà, je dis c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui... Bon, on sait pourquoi certaines femmes sont contre l'idée de féminisme, des fois qu'elles soient plus séduisantes, ou plus, que ça soit vraiment quelque chose d'horrible vis-à-vis de leur partenaire masculin ou je sais pas quoi. Mais par ailleurs, je trouve qu'on n'a pas d'autre hypothèse, voilà, et d'essayer d'entraîner un maximum d'hommes dans ce combat aussi, parce que il faut qu'un jour on arrive à une égalité entre les hommes et les femmes. C'est une situation qui est, quand on y pense 2 secondes et 10 heures et 50 ans, c'est impossible, on peut pas continuer comme ça, quoi. Il faut vraiment qu'on travaille, quoi. Cécile, ta conclusion par rapport à ces nouveaux champs de recherche, de travail, d'action? Alors nous, parmi les nouveaux champs de recherche, travail, action, oui, un peu de tout ça, je dirais. Il y a notamment la question de la mixité. On a déjà eu l'occasion, nous, de faire des matchs en mixité, d'organiser des choses. Donc c'est vraiment une question qu'on se pose. En même temps, il y a un petit doute, ou en tout cas, voilà, on a l'impression parfois, quand on écoute certains commentateurs, que la mixité, ce serait forcément toujours super et tout. Bon, déjà, je constate que quand il y a promotion de la mixité dans le sport, c'est en général pendant qu'il y a des grandes compétitions sportives féminines. Donc le jour où il y a un super match, une super finale de Ligue des Champions
entre le PSG et l'OL, comme ce fut le cas dernièrement, avec du suspense jusqu'au bout des tirs au but. Et ben, le lendemain, on nous sort peut-être 2 pages sur ce grand événement. Et dans les 2 pages, il y a une page pour expliquer qu'il faut vraiment que les filles jouent avec les garçons pour que ce soit plus intéressant et que les hommes s'intéressent à la pratique sportive féminine. Donc ça nous questionne. Et ensuite, donc, dans les événements que nous, on a pu organiser en mixité, on s'est rendu compte que ça ne se décrète pas, la mixité. Ça doit se travailler en amont, ça doit se discuter. Alors, pas forcément en posant des règles, on va dire, tu vas être obligé de passer la balle 3 fois à une fille avant de passer à un garçon. Mais en tout cas, quand même, le problématiser ou en faire un enjeu, quoi. Et voilà. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on joue au foot en mixité, mais que les filles ne sont pas majoritaires dans les équipes, ça se finit toujours avec des garçons qui se passent la balle entre eux. Et là, c'est à celui qui fera le plus beau slalom individuel dans la défense avant de marquer son but. Voilà. Donc on a quand même envie de s'intéresser à ce sujet-là. Interdire de marquer des buts, en fait. Bah oui, ce serait une règle. Si on interdit aux gars de marquer des buts, Alors donne des chaussures pourries. Et non, mais c'est pas ça. Mais c'est du foot, alors. Ah oui. Donc, on modifie les règles. Voilà, je pense qu'il faut continuer à réfléchir, mais qu'en tout cas, c'est pas forcément le truc qui va sauver le monde, la mixité, dans la pratique sportive. Ça, c'est clair. Et sinon, nos chantiers, ils restent les mêmes, parce qu'il y a des avancées, notamment au niveau institutionnel. Mais il y a aussi beaucoup de zones de blocage et de résistance. Alors, je prendrai un exemple, c'est celui de la Fédération française de football, qui a lancé il y a quelques années son fameux plan de féminisation du football pour encourager les petites filles à jouer au foot et rassurer les parents, surtout sur la féminité que pouvaient conserver les joueuses tout en pratiquant le football. Donc, ils sont partis sur une communication hyper girly, avec une charte graphique rose, avec un événement qui a été organisé en partenariat avec l'Éducation nationale, je crois, qui s'appelait le football des princesses. Et puis voilà, ils ont fait aussi, ils ont fait poser les joueuses de l'équipe de France féminine nues. Alors, c'était assez habile parce qu'il y avait le slogan « Faut-il en arriver là pour faire aimer le foot féminin ?» Mais bon, quand même, ils l'ont fait. Et puis, ils ont pris aussi Adriana Carambeu comme égérie du foot féminin. Bon, certes, elle avait un mari qui avait été un grand footballeur, mais elle n'était pas particulièrement connue pour être une fan de football. Et en plus, sur la photo, on la voyait en train de remonter sa chaussette de foot comme si c'était un bas de soie. C'était pas très crédibilisant, très honnêtement. Donc, comme je dis qu'il y a quand même des avancées, il faut reconnaître que depuis 2 ans, notamment, la charte graphique, par exemple, de la FFF, elle a changé. Maintenant, c'est plus rose, c'est bleu clair. C'est un peu plus foncé pour les garçons, quand même. Ouf. Et puis, il y a une communication où on montre un peu plus des femmes en mouvement, punchy, on voit qu'elles savent faire des retournées et des gestes techniques, qu'il y a de l'engagement physique. Mais malgré tout, on constate quand même que cette communication, elle reste très hétéronormée, que les joueuses qui sont mises en avant en photo dans les interviews, elles sont maquillées, les ongles peints, on leur pose des questions sur leur mec, mais jamais sur leur nana, alors qu'on se doute que certaines ont aussi des copines. Et en fait, manifestement, il y a des formes d'injonction à la féminité qui existent. Alors, c'est un peu difficile d'avancer les preuves comme ça, où vous pourrez considérer que c'est vite dit. Mais regardez, par exemple, une photo de l'équipe de foot féminine de foot il y a ne serait-ce que 10 ans, et une photo de 2016. Nous, on a fait l'expérience l'année dernière. On a comparé. Et donc, c'était plutôt finalement assez mixte il y a 10 ou 15 ans. Et la photo de 2016 ou de 2017, sur 22 joueuses, il y en a 22 qui ont les cheveux longs. C'est pas représentatif de la société française. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a des formes de pression ou d'injonction
intériorisé. Voilà, j'ai rien contre les cheveux longs, évidemment, mais juste cette communication et cette valorisation des joueuses. Je vais pas jusqu'à dire que les joueuses sont sélectionnées en fonction de leur potentiel de séduction, mais à la limite, on pourrait le questionner. Voilà, c'est quand même très problématique. Et voilà, moi je pense à toutes ces jeunes filles qui ne se reconnaissent pas dans le modèle traditionnel de la féminité, qui ont besoin de rôle modèle et qui n'ont qu'une image à laquelle se reporter. Et c'est problématique, alors que dans d'autres pays comme les États-Unis, voilà, vous avez toutes les figures possibles. Il y a la nana androgyne, il y a la nana plus féminine, des blanches, des noires, d'autres couleurs. Enfin, voilà, c'est une communication qui est quand même vachement plus inclusive. Donc je pense que la FFF a encore quelques efforts à faire et qu'on va continuer à rester un poil à gratter. Même si c'est parfois un petit peu fatigant d'être dans le rôle des chieuses un peu tout le temps. Mais bon, voilà, si personne ne le fait, nous, on l'assume. Merci Cécile. Je trouve que c'était très éclairant de vous écouter à propos donc de pratiques éducatives, sportives, associatives, des pratiques de création. Donc voir comment on peut justement déplacer ou sinon déconstruire, en tout cas déplacer, reformuler, resignifier, comme on dit, de façon subjective, certains stéréotypes.